En fait, tout est relatif. Tout dépend comment on travaille. Moi, je travaille traditionnellement, tout à fait traditionnellement. À savoir que j'exploite l'erreur de la nature qu'on a la chance de posséder dans le Jura, c'est de pouvoir travailler avec les levures naturelles qui se développent à la surface du vin et qui forment un voile, comme dans le vin jaune. Tout le monde a entendu parler du voile du vin jaune. Moi, je le travaille comme on l'a toujours fait dans les chardonnays. Alors, il n'y a pas que ça, le terroir est aussi très important dans l'intervention. Le terroir, également la qualité du raisin qu'on récolte. Cette année, on a eu une année très hétérogène. L'année 2013, l'intervention des viticulteurs est très importante, l'intervention des vendangeurs est très importante, et on peut à la fin obtenir des choses qui risquent d'être très très bien. Parce qu'on a trié, parce qu'on avait dans certaines parcelles des choses naturellement déjà très bien, où il n'y avait pas besoin de trier, mais d'autres où on a trié, on a réussi à faire des choses bien. Je viens d'avoir mes premières analyses, là. Ça semble bien. Donc, on laisse le blanc vieillir en fût, moi ça va de 8 à 18 mois pour les chardonnays, en pièces ou en demi-muit, et il y a toujours une oxydation naturelle. Je remplis mon fût, je ne touche plus pendant toute la durée du vieillissement. Donc on a, contrairement à toutes les autres régions du monde, ou micro-régions du monde, on a un voile de levure qui se développe sur le vin. Alors tout dépend de l'oxydation qu'on laisse se développer. Dans des gros fûts, il y en a moins que dans des petits. Et puis si on laisse pas très longtemps, il y en a pas trop. Alors moi j'ai la chance également d'avoir des pH qui sont très bas, donc des acidités importantes, ce qui aide énormément à la conservation de mon vin. Et il est faux de dire qu'il n'y a que cette oxydation qui donne le goût à nos vins blancs typiques. Le terroir est aussi très important. J'ai fait partie du groupe d'études des terroirs des chardonnays. On nous avait demandé de vinifier tous pareil. Et pour la première fois, j'ai houillé mes fûts de blanc 2007 et on s'aperçoit qu'un an ou deux après la mise en bouteille, les vins sont comme ils avaient l'habitude d'être, houillés ou pas houillés. Alors déjà en préambule, on peut dire qu'on peut bluffer tout le monde. Pas mal de personnes ont cru que des Savagnins étaient des Chardonnays, que des Chardonnays étaient des Savagnins. On peut bluffer tout le monde, et encore une fois, tout est relatif. Donc on a deux cépages blancs, le Chardonnay et le Savagnin. Le Savagnin est le cépage obligatoire pour faire du vin jaune. Il vieillit 6 ans, 3 mois obligatoirement, dans un fût de bois, sans qu'on y touche, avec le voile de levure qui se développe. Bon. On peut trouver dans des Savagnins ou dans des vins jaunes, en majorité on trouve la noix, mais on a souvent des nuances de curry, des nuances de champignons, de foin sec. Quand je dis champignons, c'est pas de la moisissure, c'est du bon champignon, du foin sec, quelquefois des choses un peu grillées, torréfiées, ça arrive ça. Alors dans des chardonnays, on a plus ou moins la noix, mais on a souvent ces aspects torréfiés quand les vins vieillissent, c'est avec des nuances empyromatiques encore. Il y a trois choses qui me paraissent essentielles. Déjà, le premier accord, c'est le comté. C'est notre région, le premier accord, c'est le comté. Ensuite, c'est les poissons. Et ensuite, les viandes blanches. Donc, viande blanche à la crème, ça va très très bien. Avec plus il est typé, plus on va mettre une viande blanche à la crème, des champignons. Et puis, avec un chardonnay, on va très bien mettre un poisson froid. Un chardonnay plus typé ou un savagnin pas trop typé, un poisson au four en sauce. Voilà.
Et puis des vins jaunes, toutes les viandes blanches en sauce à la crème, des poissons riches, avec une belle sauce, voire épicée. Les plats au curry s'accordent très bien avec les blancs du Jura aussi. Et les plats de type asiatique, relativement épicés, s'accordent aussi très bien. Alors moi, je suis un peu hors norme avec mes pH qui sont très bas, donc j'ai des vins blancs qui se conservent très très bien, très longtemps, très longtemps. Une trentaine d'années, c'est pas un problème pour un blanc du Jura. Et puis ça évite également, notre façon de faire, ça évite également de mettre des doses de SO2. Et quand on met à la mise en bouteille, il n'y a plus de SO2 dans le vin, parce que de toute manière, si on en avait mis, on serait obligé d'en mettre des quantités très importantes, parce qu'il serait d'office combiné. Donc le SO2, pour moi, n'est absolument pas un problème. Je ne fais jamais une analyse de SO2. Les rares fois où je dois en faire, il n'y a rien, quoi. Voilà. Donc j'ai des chardonnays très marqués, en général, très typés Jura, avec l'aspect noir. Voilà. J'ai bien sûr plusieurs vins jaunes à la carte. Encore une fois, j'ai des vins jaunes très nerveux, mais je pense que le vin jaune de 1774, qui a été vendu aux enchères à Arbois à 57 000 € la bouteille, il a dû être très nerveux pendant très longtemps. Donc c'est pas un souci d'avoir de la vivacité sur un vin jaune jeune, parce que quel plaisir vraiment de sortir une bouteille qui a 20 ans, qui est tout à fait bien. Mais elle est très grande en valeur absolue, mais elle est très relative au goût, parce que tout ça c'est accordé et équilibré par les restes des constituants. Alors j'en veux pour preuve le vin de paille. Maintenant, je vais peut-être vous décrire un peu le vin de paille, qu'on sache de quoi on parle. Le vin de paille, ce sont des grappes qu'on laisse sécher pendant plusieurs mois sur des claies en grillage ou dans des petites cagettes. Et ces grappes, c'est une vendange précoce. On a vendangé 2 ou 3 après-midi avant les vendanges normales. Il faut vendanger l'après-midi parce qu'en général, le matin, on a de la rosée. Donc il faut que ce soit le plus sec possible. Et on laisse sécher jusqu'à ce qu'on ait obtenu une concentration qui nous amène à un degré potentiel de 19 degrés. Ensuite, on presse. Là, évidemment, puisqu'on a une concentration, on a une évaporation de l'eau, donc on a très peu de volume au pressurage. À partir de 100 kg, on obtient seulement entre 15 et 25 litres de jus. Alors, on vend actuellement, nous, le millésime 2009, qui est exceptionnel. C'était une superbe année. Et 2009, si je le caractérise, mais on ne boit pas des bulletins d'analyse, on boit des sensations. Le 2009, il a 165 grammes de sucre résiduel, ce qui fait l'équivalent de 10 degrés potentiel. Il fait 15 degrés 5, donc 15 degrés 5 plus 10 potentiel, ça veut dire qu'à la base, il était à 25,5 potentiel. Et puis, comme j'ai beaucoup d'acidité, tout ce sucre est super équilibré, ça ne se sent pas. C'est un vin qui est très complexe, épicé, et je pense que 2009 c'est un super millésime. C'est plus complexe qu'une vendange tardive ou qu'un grain noble dans la palette d'arômes, et c'est plus puissant qu'un sauterne, me semble-t-il. Voilà, le mot épicé convient très bien. Pain d'épices, un peu miel, un peu épice, ça fait penser à du pain d'épices. Le vin de paille est, d'après les textes, traditionnellement mis en bouteille dans des bouteilles de 37,5, mais ça n'est pas obligatoire. Mais c'est traditionnellement, donc pratiquement tous les vignerons le mettent en bouteille de 37,5. Je pense que c'est parce que de toute façon on en obtient très peu, et une année comme 2013, ça va être très difficile. C'est un produit qu'on ne peut pas faire en quantité industrielle, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire systématiquement tous les ans. Donc cette année, ça a été très difficile. Il a fallu déjà bien choisir ses parcelles, et encore, il y a des choses qu'on pensait pouvoir mettre en vin de paille qu'on a été obligé d'enlever. Alors en préambule, mes vignes, il n'y a pas d'engrais chimiques, pas de désherbants chimiques, pas d'insecticides, pas d'acaricides.
depuis 4 générations, tout est labouré. Donc je laboure mes vignes et cette année 2013 a été difficile, on a beaucoup labouré. Je pars du principe que le vin se fait à la vigne. Évidemment, on peut faire plein de choses dans une cave après, on peut récupérer plein de choses, mais à partir de quand la matière a déjà été abîmée, c'est difficile, on n'aura jamais un grand truc, on aura un truc propre, mais on n'aura jamais un grand truc. Donc la qualité se fait à la vigne. La notion de rendement peut avoir des aspects très importants, et cette année, je l'ai mesuré beaucoup avec le vin de paille. J'ai des vignes qu'on va qualifier de faibles. J'ai un collègue qui est sorti quelques années avant moi du lycée, qui était œnologue au laboratoire départemental, et qui dit toujours une vigne doit être faible mais en bonne santé. Et ça s'est jamais autant vérifié que cette année. Des vieilles vignes faibles mais en bonne santé nous ont donné des grappes saines, propres, et peut-être pas grosses, mais qui se gardent très bien. Et on a fait du vin de paille avec ça, alors qu'on avait d'autres grappes qui paraissaient belles, mais qui étaient peut-être un peu gonflées d'eau un peu plus tard, et de vignes un peu plus productives, et ça n'a pas marché. On sait qu'un pied de vigne, plus il est gros, la souche stocke les sucres sous forme d'amidon. Plus elle est grosse, plus il y a de sucre stocké. Et moins les effets millésimes sont sensibles, à savoir qu'une année difficile, ces vieilles vignes s'en tirent toujours mieux. Voilà. Et cette année, ça a été énormément mis en évidence. D'année en année, elle va augmenter sa réserve, mais c'est aux viticulteurs que revient l'intervention pour qu'elle fasse tout ça très bien, en connaissant de mieux en mieux son terroir. Voilà, ça c'est sûr. Alors cette année, j'ai été obligé justement à cause des petits volumes de faire des assemblages à la vigne de vignes différentes que je n'assemblais pas auparavant, et de cépage aussi directement à la vigne, parce que les rendements étaient faibles et je risquais d'abîmer mon pressoir parce que j'avais pas assez de volume dedans. Donc on verra, mais il est fort possible que ça soit des assemblages que je répète. Le crément entre pour à peu près 25% de ma production. Et je signe mon produit, c'est une vigne que je consacre uniquement au crément, qui va très bien pour ça. Elle a déjà un peu plus de 40 ans. Et je ne fais pas des gros rendements, peut-être la moitié de certains collègues, mais ça convient très bien. Alors je fais un crément 80% de chardonnay, 20% de pinot noir à peu près, ou 70% de chardonnay, 10% de savagnin et 20% de pinot noir. Et il y a une certaine vivacité qui incite à revenir à la bouteille, parce que c'est la colonne vertébrale du vin, et si c'est trop mou, un crément, on n'a pas envie d'en boire. De même, le pinot noir apporte une certaine vinosité, et mon crément a également des allures un peu briochées. Voilà. Et je pense, il est très identitaire. Alors c'est pas le produit qui nous rapporte le plus. Ça coûte beaucoup. Je regarde mes frais. Bien sûr, il faut que je gère mon exploitation, mais si je ne regardais que l'économique, il vaut peut-être mieux que j'aille en acheter et en revendre, je gagnerais plus. Mais c'est très identitaire, c'est mon image, et j'aime bien ce produit. Alors je pense que quand déjà on aime ce qu'on fait, le produit qu'on a fait, on peut dire qu'on l'a quelque part réussi. Alors on n'est pas toujours satisfait, mais quand on aime ce qu'on a fait, d'une part c'est plus facile à le proposer, et puis c'est ce qu'on a choisi de faire. Dans la bouteille, on a incorporé un vin d'un degré relativement faible, aux environs de 10,5-11, une liqueur sucrée qui est faite de sucre et du même vin, et des levures qu'on a développées pendant quelques jours à partir du même vin, et ces levures ont la propriété de dégrader le sucre de la liqueur pour donner de l'alcool et la pression qui va être l'effervescence. Ces levures, une fois qu'elles ont travaillé, elles se déposent, c'est ce qu'on voit là au fond.
Donc c'est le vin jaune, la cave de vin jaune, il nous faut une cave sèche, saine, aérée. Et ici, le vin reste obligatoirement 6 ans, 3 mois. J'ai un tonneau derrière moi, il y a 23 ans qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas été vidé totalement, qu'il n'a pas été lavé. Quand je vide, je siphonne, et il reste toujours un demi-litre au fond, et je remets à ce moment-là, en fin d'année, les vins nouveaux que j'ai à la même époque. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu la caverne du trésor, quoi. Donc là, cette année, faut bien se dire qu'on est en 2013. On a touché à l'essence même du vin de paille. À savoir que du vin de paille, ça doit être top ou ça ne doit pas être. Il ne suffit pas de dire je vais faire du vin de paille, il faut se donner tous les moyens. Et cette année, par exemple, ce qu'on a derrière nous, les magnifiques raisins que vous avez pris en photo, c'est exceptionnel pour une année comme 2013. Ce sont des vieilles vignes avec des petits rendements. On s'aperçoit que c'est vraiment très très sain. On avait pris une autre parcelle le même jour et 4 jours après l'avoir mis en clé, on a été obligé de l'enlever. On a passé notre dimanche après-midi à trier. C'était fastidieux comme pas possible, usant, et c'est là qu'on se dit on ne doit pas faire n'importe quoi. Les raisins, ils avaient l'air bien quand on les accueillit. En fait, ils étaient gros, gonflés peut-être par l'eau, et ça n'allait pas. Donc du vin de paille, ça doit être parfait, et il n'y a pas de secret, c'est qu'avec des vignes de petits rendements qu'on arrive à en faire tous les ans. Une année comme 2009, il n'y aura aucun souci, tout le monde arrivera à en faire. Une année comme 2013, c'est autre chose.